Je m'appelle Ignacio Ramonet, je suis président de cette association. Cette association s'appelle Mémoire des luttes. Voilà, je suis professeur émérite à l'université Paris 7 et j'étais directeur du Monde diplomatique. Et voilà, je suis l'auteur d'un certain nombre de livres. Voilà, Cuba, je vous raconte un petit peu l'histoire de Cuba en 2 mots. Cuba, donc, est la plus grande île des Caraïbes. Cette île était une île qui était une colonie espagnole. Et lorsque, au début du 19e siècle, l'ensemble des colonies espagnoles du continent américain ont obtenu leur indépendance, après une guerre qui a duré une dizaine d'années, l'Espagne a conservé dans les Caraïbes 2 îles, Cuba et Porto Rico. Et à la fin du 19e siècle, en 1895, il y a eu une révolte dans l'île de Cuba, qui était imaginée par un théoricien qui s'appelait José Martí. José Martí, voilà, vous avez ici la photo, c'était lui, José Martí. Et donc, à ce moment-là, les insurgés ont conduit une guerre contre les occupants, et alors qu'ils étaient déjà en train de remporter cette lutte, les États-Unis, qui sont très voisins, sont intervenus dans cette guerre. Alors, théoriquement, pour aider les insurgés contre l'Espagne, qui était considérée comme une puissance européenne étrangère à la région, et de fait, ils ont un peu volé la victoire aux insurgés cubains, parce qu'ils sont intervenus puissamment avec leur grande armée. Les États-Unis étaient déjà une grande puissance, pas encore la puissance que nous connaissons aujourd'hui, mais c'était déjà, ils commençaient à être une grande puissance. Et donc, ils ont pu, en quelque sorte, ravir cette victoire aux insurgés cubains, et ils ont obtenu l'indépendance de Cuba au moyen d'un traité qui s'appelle le traité de Paris, qui a été signé en 1898, voilà, et ce qui leur a donné la possibilité de rester dans l'île, en quelque sorte, comme des tuteurs. Donc l'île était indépendante, elle a eu son gouvernement, il y avait la Constitution, mais ils ont fait un amendement à cette Constitution qui leur permettait, en dernière instance, de décider de l'avenir de cette île. Et donc les États-Unis, en quelque sorte, ont été les parrains de ce nouvel État indépendant, la République de Cuba, de 1898 jusqu'à 1959. Alors, dans les années 50, 1950, il y a toute une série de personnes tout au long du siècle, mais ce serait trop long de le raconter, mais dans les années 50, il y a beaucoup de groupes de jeunes qui supportent mal ce parrainage des États-Unis, cette espèce de tutelle des États-Unis, qui veulent être vraiment indépendants. Bon, et qui commencent à se poser la question, pourquoi? Parce que, si vous voulez, les Américains ont fait de l'île 2 ou 3 choses. D'une part, les terres les plus importantes, ce sont des entreprises américaines qui les contrôlent, et cette île est le premier producteur au monde de sucre. Et donc les Américains, c'est des entreprises américaines qui contrôlent le sucre, donc c'est la principale richesse du pays. Deuxièmement, les Américains, ils contrôlent le tourisme, et ils contrôlent le jeu. Vous voyez, vous connaissez tous Las Vegas, n'est-ce pas? Et Las Vegas n'est devenu Las Vegas que quand Cuba a fermé, en quelque sorte, que quand la Havane, et quand la Révolution l'a emporté à la Havane. Donc à ce moment-là, tous les casinos, etc., sont partis à Las Vegas, et à ce moment-là, Las Vegas s'est développé. Donc, je vous disais, il y a une série de jeunes qui s'opposent à cette tutelle américaine, et c'est comme ça que commence ce qu'on appelle la Révolution, autour d'un jeune avocat qui s'appelle Fidel Castro. Et ce jeune avocat, là moi j'ai écrit un livre avec lui, c'est le livre qui est là-bas, hein, et
ce jeune avocat conduit ces jeunes à s'insurger, il s'oppose à l'armée, et en 1959, en janvier 1959, il remporte la victoire, et donc les révolutionnaires sont décidés à faire une véritable démocratie. Alors, ils prennent un certain nombre de décisions, entre autres, évidemment, que les, comment dirais-je, que les richesses stratégiques du pays, qu'est-ce que ça veut dire stratégique? C'est les richesses les plus importantes du pays, qui donnent l'autonomie et la souveraineté au pays, passent à propriété de l'État, pour le bien de tous les Cubains. Parce que dans le pays, il y avait beaucoup d'inégalités, etc. Il y avait du racisme d'ailleurs, et beaucoup d'inégalités. Alors, les États-Unis, évidemment, n'acceptent pas ça, parce que ce sont des entreprises américaines, et ils considèrent que c'est un abus, et donc il y a une tension très forte entre les États-Unis et Cuba, et les États-Unis rompent les relations avec la Havane, en 1961. Immédiatement, les États-Unis pilotent un débarquement dans l'île pour tenter de renverser le gouvernement révolutionnaire, qui est très jeune, il n'a que 2 ans au pouvoir, 59-61, et c'est l'affaire de la baie des cochons, mais Fidel Castro et les Cubains repoussent cette attaque, et par conséquent, les Américains alors décident de punir Cuba en créant voilà, l'embargo, en mettant sous embargo l'île, ce que les Cubains appellent le blocus de l'île. Qu'est-ce que c'est le blocus? Le blocus, eh ben, c'est, dans la pratique, c'est le fait que, selon les États-Unis, si vous voulez, les États-Unis n'ont aucune relation économique avec Cuba, ni économique, ni financière, ni commerciale. N'avait, parce que tout ceci a changé depuis maintenant 2 ans, enfin 1 an et demi, depuis le 17 décembre 2014, quand les 2 pays ont décidé les 2 présidents ont décidé de se reconnaître mutuellement, puis maintenant ils ont rétabli leurs relations diplomatiques. On va voir ce que Trump fait, mais à mon avis il va maintenir ce qui a été fait. Et donc les États-Unis à ce moment-là vont multiplier les lois qui renforcent ce blocus. Donc dans la pratique, ça signifie quoi? Ça signifie que les États-Unis ne vendent rien et n'achètent rien à Cuba. Cuba ne vend rien et n'achète rien aux États-Unis, bien sûr, mais ces lois vont se renforcer petit à petit. Voilà, il va y avoir toute une série de paliers qui vont les renforcer. Par exemple, on va arriver au point que non seulement les Américains n'ont pas de relation avec Cuba, mais par exemple, si un bateau français, donc il n'y a pas de blocus avec la France, arrive à Cuba pour vendre, je ne sais pas, du fromage français à Cuba, bien, ce bateau, pendant 6 mois, ne peut pas toucher un port américain. Vous voyez? Donc le bateau est obligé de revenir alors qu'il aurait pu aller non seulement à La Havane. Donc, ensuite, voilà, les Cubains ne peuvent pas utiliser dans leurs transactions le dollar. Le dollar, qui est la monnaie des transactions commerciales internationales, le dollar c'est la monnaie américaine, et donc les États-Unis ne le permettent pas. Et si une banque favorise les échanges en dollars de Cuba, elle est sanctionnée. Par exemple, en France, la BNP Paribas a été sanctionnée, elle a dû payer, je ne sais pas, 30 millions d'euros, une sorte de, je ne sais combien, il faudrait vérifier, mais une très grosse amende, parce qu'elle a favorisé des transactions commerciales avec Cuba, alors que c'est légal à l'échelle internationale. Mais les États-Unis, qui ne sont qu'un pays parmi les 195 qu'il y a dans le monde, mais comme ils sont le plus puissants, ils peuvent imposer ça, et ils peuvent sanctionner les tiers. Voilà. Alors, bien sûr, si vous allez, si vous voulez, les voyageurs non plus, on ne peut pas voyager des États-Unis à Cuba, on ne pouvait pas. Tout ceci est en train de s'améliorer. Donc le blocus, si vous voulez, a eu une conséquence très importante parce que ça a empêché pendant 50 ans
l'économie cubaine de se développer. Hein? Alors, et en plus de ça, le blocus n'a été qu'un des éléments de la pression américaine contre Cuba. Il y en a eu d'autres, il y a eu des bandes armées, il y a eu des attentats, il y a eu un avion de voyageurs qui a explosé en vol. Bon. Donc il y a eu beaucoup d'attentats. Il y a à peu près 3500 victimes, 3500 morts cubains qui sont morts dans les attentats commis par des bandes dont le siège était aux États-Unis. Je ne dis pas que c'était le gouvernement américain, mais le gouvernement américain autorisait les bandes installées dans ce pays qui arrivaient à Cuba et qui mettaient des bombes un peu partout, dans les usines, dans les cinémas, dans les écoles, etc. 3500 morts et beaucoup de blessés. Donc par conséquent, et ça c'est pas le blocus exactement, mais ça fait partie du harcèlement qui a été fait pendant très longtemps, alors que Cuba n'a jamais commis un acte de violence aux États-Unis. Il faut aussi le savoir. Alors, les conséquences du blocus, c'est que comme le blocus a eu, comme on disait tout à l'heure, une grande importance dans l'étouffement de l'économie cubaine n'a pas pu se développer comme elle aurait dû. Et donc le pays, pendant 50 ans, a connu beaucoup de pénuries. Pas seulement provoquées, bien sûr, par le blocus, mais le blocus n'a pas aidé à résoudre ces problèmes-là. Et par conséquent, il y a eu des pénuries, le produit qui n'était pas là, beaucoup de difficultés. La vie quotidienne des Cubains est devenue très compliquée. Donc pour la population, le blocus s'est traduit par une sorte de difficulté augmentée, parce que le blocus, ça a aussi eu une autre dimension que je n'ai pas mentionnée tout à l'heure, c'est que les États-Unis ont fait pression sur beaucoup de pays dans le monde pour que ces pays-là n'aient pas non plus de relations avec les Cubains. En particulier, par exemple, si on prend le continent américain, à un moment, les États-Unis ont fait pression, et de tout le continent américain, il n'y avait que 2 pays qui avaient des relations avec Cuba, c'était le Canada et le Mexique. Et tous les autres pays, et en particulier tous les pays d'Amérique du Sud, avaient rompu les relations avec Cuba, donc pas d'échange non plus. Ce qui a obligé Cuba à avoir comme partenaire commercial privilégié l'Union soviétique, c'est-à-dire la Russie. Or, comme vous voyez sur une carte, ce n'est pas le pays auquel on penserait en premier pour avoir de bonnes relations avec Cuba, parce qu'il est aux antipodes, très très loin. Hein. Bon, pourquoi? Parce que les États-Unis ont fait pression sur leurs alliés en Amérique du Sud, sur leurs alliés en Europe occidentale pendant la guerre froide, et donc Cuba est un pays qui a été bloqué par les États-Unis, mais aussi isolé, c'est une île déjà, mais isolé par beaucoup de pays à travers le monde. Tout ça s'est traduit par des difficultés pour la population, et bien entendu, ces difficultés sont traduites par, voilà, je disais tout à l'heure, des pénuries alimentaires, beaucoup d'objets qui n'étaient pas faciles à avoir, et tout ceci s'est aggravé quand l'Union soviétique s'est effondrée. Comme vous savez, en 1989-91, l'Union soviétique et tout le camp socialiste de l'Europe de l'Est s'est effondré, pour des raisons qui ne sont pas nécessaire de s'étendre ici. Et alors, Cuba, qui dépendait complètement de cette région, de cette zone, s'est retrouvé sans alliés du côté des Américains et des alliés des Américains, et sans alliés du côté de la Russie et de l'Union soviétique. Donc, s'est ouvert, à ce moment-là, a commencé en 1991, une période qu'on a appelée la période spéciale en temps de paix, voilà la période spéciale, qui a été sans doute la plus difficile de toute l'histoire de Cuba récente, et qui a duré une petite dizaine d'années, où ça a été très difficile. Il y avait des difficultés pour trouver à manger, pour se loger, pour s'habiller, enfin se loger pour réparer les maisons, alors que c'est une île qui est soumise aux cyclones régulièrement, qui détruit l'habitat. Donc ça c'est, pour répondre à votre question, le blocus et les conséquences indirectes du blocus ont eu d'énormes conséquences sur la population, qui quand même a fait preuve de beaucoup de solidarité entre elles, de beaucoup de résistance,
le blocus, c'est non seulement disons, la relation bilatérale entre Cuba et les États-Unis, hein, qui est en quelque sorte interrompue, mais les États-Unis ont fait pression sur beaucoup de pays du monde pour qu'il n'ait pas non plus de relations avec Cuba, hein, avec beaucoup de pays occidentaux qui n'avaient même pas non plus de relations diplomatiques. Et bien sûr avec des pays autres, hein, c'est-à-dire des pays du tiers-monde, etc. Et donc Cuba a dû développer sa propre diplomatie, en particulier en direction des pays du Sud, voilà, des pays d'Afrique, des pays d'Asie, petit à petit vers des pays d'Amérique latine, en développant ce qu'on a appelé une diplomatie, par exemple, médicale, d'assistance médicale, parce que Cuba a beaucoup de médecins, hein, et donc d'ailleurs tu as une sœur, non, qui a fait médecine à Cuba, et donc et les Cubains ont envoyé, le gouvernement cubain a envoyé souvent des médecins dans beaucoup de pays pauvres, dans des quartiers ou dans des zones où aucun autre médecin voulait aller, et ces genres de médecins aux pieds nus sont allés prêter de l'aide humanitaire à l'occasion de tremblements de terre, à l'occasion de cataclysmes, ou bien tout simplement pour aider structurellement des pays qui sont en difficulté comme Haïti. Et grâce à ça, eh bien, petit à petit, Cuba a eu un réseau de relations diplomatiques très important. Et nous pouvons dire aujourd'hui que Cuba est ce qu'on appelle une puissance diplomatique. Il y a peu de pays au monde, alors que c'est un tout petit pays, il y a peu de pays au monde qui ont autant de relations diplomatiques avec autant de pays. Hein. Ce qui fait que, si vous voulez, une fois l'an, au sein des Nations Unies, les Nations Unies c'est ce concert des nations où se discutent les problèmes du monde, la question du blocus est posée. Elle a été posée il y a à peu près 2 semaines aux Nations Unies, donc à New York, et depuis maintenant une vingtaine d'années, les États-Unis sont battus, hein, c'est-à-dire Cuba a plus d'alliés que les États-Unis, et le monde entier soutient le droit de Cuba et la revendication de Cuba à exiger la levée du blocus. Et le paradoxe a même voulu cette année, là maintenant, c'est-à-dire en début novembre, fin octobre 2016, que les États-Unis eux-mêmes n'ont pas voté en faveur du blocus, ils se sont abstenus. Hein. Donc voilà comment le monde, en quelque sorte, vit la répercussion de ce blocus. Alors, c'est très important, effectivement. Alors, comme l'économie cubaine est habituée à ces restrictions, à ces pénuries créées par le blocus, une levée soudaine du blocus déséquilibrerait probablement l'économie cubaine. Ça aurait des bénéfices et ça créerait des inconvénients. Des inconvénients sans doute pour la structure de l'économie actuelle telle qu'elle est. Mais disons, ça c'est une observation, comment dirais-je, objective, hein, parce que du point de vue politique, le gouvernement cubain, les autorités cubaines réclament la levée du blocus. Hein. Et bien sûr, ça voudrait dire que les entreprises américaines, les investisseurs américains y arriveraient, et donc les problèmes que ça peut poser, c'est que les Américains vont arriver avec beaucoup de capitaux, comme l'économie cubaine est petite, ils peuvent de nouveau s'emparer de l'économie cubaine. Hein. Je pense que les autorités y pensent. Ça, c'est une des conséquences. Mais la levée du blocus peut améliorer aussi la situation économique générale de Cuba et normaliser l'économie cubaine. C'est ce que souhaitent aujourd'hui les autorités. Ce n'est pas une décision du président, c'est très important. Comme c'est une loi qui a fait le blocus, c'est une loi qui peut l'enlever. Et pour enlever une loi, les États-Unis étant un pays qui a un système législatif bicaméral, c'est-à-dire il y a une chambre de représentants, ce que nous appelons l'Assemblée nationale, et un Sénat, il faut que le même texte, exactement le même, soit voté par la Chambre des représentants et par le Congrès. Donc c'est pas facile. Alors, par exemple, Trump pourrait le faire. Pourquoi? Parce que là, il a la majorité
à la Chambre des représentants, il vient d'obtenir, et la majorité au Sénat. Ce que Obama n'avait pas, n'a jamais eu. Il a eu une des chambres, mais jamais les deux. Donc, le problème est de savoir si Trump va le faire. C'est possible. C'est possible, parce qu'il est moins, disons... Hillary aurait voulu le faire, mais elle ne disposait ni de la Chambre, ni du Sénat. Et Hillary, nous pensons, parce qu'elle a écrit dans ses mémoires, qu'elle était favorable à la levée du blocus. Mais il ne suffit pas d'être favorable. Obama aussi est favorable. Mais le Congrès ne le suit pas. Donc il ne peut pas.